Salut les mordus et bienvenue dans H2Hawks. C'est un nouveau format de vulgarisation qu'on voulait vous proposer, un format un peu plus court que vous pourriez par exemple regarder au travail pendant votre pause café ou je sais pas moi, en allant aux chiottes. Super ta vidéo, elle m'a bien fait chier. Le principe est simple, à chaque fois on prend une idée reçue et on l'examine en détail pour savoir si c'est du bullshit ou pas. L'idée c'est que ce soit un peu participatif, que vous puissiez dans les commentaires nous suggérer des idées reçues, des choses que vous avez entendues au bord de l'eau, ou des choses que vous avez toujours pensé être vraies, pour qu'on s'y intéresse. Mais t'as dit qu'on va en voir passer des conneries. Ouais, on va pas se mentir, c'est probable, et il y a du boulot, alors on s'y met. S'il est une espèce qui, depuis qu'elle est arrivée dans nos eaux, souffre d'une réputation sulfureuse, c'est bien le silure, un poisson qui peut vivre jusqu'à 40 ans et peser une centaine de kilos. Ah bah non, le hautu, voyons. Arrivé spontanément dans nos eaux au cours du 19e siècle par le truchement des canaux depuis les bassins du Rhin et du Danube dont il est originaire, il a amené dans son sillage tout un cortège de mythes plus ou moins glorieux. Ah ouais, donc que des trucs dégueulasses en fait. Voire carrément improbables, comme par exemple la rumeur qui courait chez les pêcheurs de Lyon qu'il s'agirait en fait d'une espèce d'ombre introduite secrètement par les administrations forestières du Morvan. Bah oui tiens, puis pourquoi pas les reptiliens Illuminati, tant qu'on y est. Et c'est loin d'être la seule rumeur à son sujet, mais heureusement la science est passée par là pour éclairer nos lanternes. Alors on va faire ensemble le tri entre les conneries et la réalité. Le hautu, Chondrostoma nasus, nous vient donc des bassins du Rhin et du Danube. En France, son expansion fut particulièrement rapide, et on le trouve vite dans presque tous nos bassins versants. C'est une espèce très grégaire dont les bancs peuvent parfois être très impressionnants, et ils sont particulièrement reconnaissables grâce aux reflets caractéristiques qu'ils projettent lorsqu'ils se tournent sur le fond en s'alimentant. Une fois arrivé dans nos eaux, il fut rapidement accusé de toutes sortes de maux. Sa chair réputée infecte n'ayant aucun intérêt culinaire, son comportement étant particulièrement difficile à cerner, il devint une sorte de coupable idéal, le bouc émissaire parfait pour les pêcheurs pour expliquer tout un tas de choses. Ces populations furent d'ailleurs systématiquement détruites pendant plus de 80 ans. Mais si aujourd'hui ces destructions ont cessé, le chef d'accusation principal tient toujours dans la tête de beaucoup de pêcheurs. Le hautu serait en grande partie responsable du recul de certaines populations de salmonidés, car ils se goinfreraient de leurs œufs. Et ça, faut pas déconner, nous on en bouffe des œufs, il y a toujours des poules. Alors regardons d'un peu plus près le régime alimentaire du hautu. Si vous en avez déjà capturé ou vu de près, vous avez certainement pu remarquer cette bouche caractéristique très dure. Eh bien cette bouche le cantonne à une niche alimentaire de périlithophage exclusif à régime principalement diatomivore. Bon, je vais traduire. Ça veut dire d'une part qu'il n'est capable de se nourrir qu'à la surface de pierres, de galets d'une certaine taille. Et d'autre part qu'il se nourrit essentiellement de diatomées, qui sont des micro-algues comme on peut en voir parfois pousser en colonie sur les galets dans la rivière. Et ça, c'est 90% de son alimentation. Donc cette bouche si caractéristique, vous l'aurez compris, leur sert à racler la surface des galets où poussent des colonies de diatomées. Évidemment, comme tout poisson qui se respecte, il peut lui arriver de temps en temps de boulotter un œuf ou une larve imprudente qui passerait sur le mauvais galet au mauvais moment. D'ailleurs, toutes les espèces de poissons ont besoin à un moment donné pour pouvoir se développer normalement d'un minimum de protéines. Mais concernant le hautu, ça reste extrêmement anecdotique. Alors de là à accuser l'espèce d'aller piller des frayères... Moi je l'ai toujours dit, qui bouffe un œuf, bouffe un bœuf. Et pour se rendre compte de l'absurdité de la chose concernant les pontes des truites, il faut s'intéresser à l'habitat du hautu. Les étages où les truites se reproduisent ne sont effectivement pas occupés par les hautus, qui préfèrent les zones à ombre et à barbeaux, plus en aval donc. Car si la truite et le hautu partagent effectivement parfois leur habitat à la belle saison, il ne faut pas perdre de vue que les truites remontent dans les tributaires pour se reproduire, et dans ces tributaires, des hautus on n'en voit jamais. Et si on était un petit peu de mauvaise foi, on pourrait tout de même argumenter que les hautus, on ne les voit pas là où ils sont supposés être durant la basse saison. Coïncidence ? Je ne pense pas. Mais il faut bien admettre que c'est également le cas de quasiment tous les poissons blancs dont on ne voit plus aucune trace d'activité durant l'hiver. Et ne pas perdre de vue d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un poisson qu'il n'est pas là. Météo. Pardon, j'arrête.
L'accusation a également été portée majoritairement, semble-t-il, concernant les pontes des ombres communs. Là, l'objet du délit est sensiblement différent et la position peut être un peu plus défendable. L'ombre, pour le coup, fraye bien dans l'habitat du Hautu, et les deux espèces partagent d'ailleurs des frayères assez similaires situées en tête de radier. Ce qui pourrait effectivement donner l'occasion de croquer quelques œufs et éventuellement de se marcher un peu dessus au moment du frais, mais il a quand même été mis en évidence que c'est du gros bullshit bien baveux. Baveux? Comme l'omelette. La question de la concurrence aux frayères a été écartée en 1980 par une étude ayant démontré que les périodes de reproduction ayant peu de chances de se chevaucher, les deux espèces ne se gênaient pas l'une l'autre. Et il faut aussi noter que leurs préférences en termes de frayères sont tout de même sensiblement différentes, puisque l'ombre commun recherche du gravier fin et que le Hautu, lui, préfère les galets. Les ombres communs enfouissent leurs œufs dans du gravier fin et défendent les nids. Les Hautus ne peuvent donc pas y accéder facilement. Et il faut savoir une chose, c'est que comme la plupart des cyprinidés, les Hautus cessent de s'alimenter durant leur reproduction, ce qui leur laisse peu d'options pour aller boulotter les œufs de leurs copains les ombres communs. Ils ne pourraient de toute façon pas ingérer accidentellement les œufs des ombres, puisqu'ils ne peuvent pas se nourrir sur ce type de substrat. Comme nous l'avons vu, ce ne sont pas des suceurs de gravier comme pourrait par exemple l'être le barbeau, mais bien des racleurs de surface. Il a même été noté dans les années 60-70 que les pontes et les larves de Hautu constituaient un apport alimentaire conséquent pour de nombreuses espèces locales, dont l'ombre commun fait partie. Attends, donc on accuse une espèce de bouffer les œufs d'une autre espèce alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est n'importe quoi. Et pour confirmer ce verdict, l'arrêt des destructions systématiques des populations de Hautu dans les années 80 n'a pas du tout impacté la reproduction de l'ombre commun. Pas du tout. Et on considère même que l'arrêt des destructions a permis de préserver les frayères des ombres communs. Parce que je vous laisse imaginer un peu le merdier que ça fout quand on va détruire une population. Ça veut dire qu'on piétine, qu'on envoie des impulsions électriques, je vous laisse imaginer le résultat sur les frayères. Et d'ailleurs, pas que les frayères, les invertébrés aquatiques dont les ombres se nourrissent, ils devaient prendre cher aussi. Enfin, concernant l'ensemble des espèces de nos eaux, il n'y a pas de phénomène de concurrence alimentaire notable entre le Hautu et les espèces autochtones. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu, il y a une manière très particulière de s'alimenter, et en fait, c'est quasiment la seule espèce qui occupe cette niche alimentaire. En vérité, il ne la partage qu'avec une seule espèce présente dans le sud-ouest de la France, le toxostome. Mais là, pour le coup, n'en déplaise à certains auteurs, il y a bien concurrence alimentaire. Et il y a d'autres problèmes plus épineux qui touchent à l'hybridation, à la génétique, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que, c'est un petit peu pointu. Fallait pas mettre tous ces œufs dans le même vivier. Avant de conclure, je voulais relever aussi que les populations françaises de Hautu sont actuellement en déclin. Et certains spécialistes estiment d'ailleurs ce déclin regrettable, car du fait de son comportement alimentaire quasiment unique, le Hautu joue dans nos eaux un rôle d'épurateur et serait donc favorable à l'amélioration de la qualité de l'eau. Il fait même d'ailleurs l'objet de repeuplement en Suisse et en Belgique. Conclusion donc, non, le Hautu n'est pas considérable comme une espèce nuisible et ne s'en prend pas aux pontes des salmonidés. Voilà une belle vérité de restaurer. Pour terminer cette vidéo, ouvrons un peu la problématique. Pourquoi a-t-on accusé le Hautu d'être responsable du recul des salmonidés? Est-ce qu'il s'est installé dans des zones qui, de plus en plus anthropisées, devenaient de moins en moins favorables aux salmonidés? S'agit-il d'une simple coïncidence temporelle avec les conséquences d'une pression de pêche trop importante? S'agit-il d'un simple délit de sale gueule? On peut aussi se demander quelles ont été les erreurs de raisonnement qui nous ont conduits à détruire systématiquement les populations d'une espèce pendant plus de 80 ans. Et surtout, on doit se demander comment ces idées reçues ont pu persister alors que la bibliographie que j'ai utilisée, qui les dément, date de 1985, soit d'il y a plus de 30 ans. Ces questions restent entières, mais on peut en débattre dans les commentaires et on sera là pour en discuter avec vous si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de ce format et à nous suggérer des idées reçues, des rumeurs que vous avez pu entendre et que vous voudriez qu'on décrypte. Et enfin, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, posez-vous des questions, documentez-vous et moi je vous dis bonne pêche et à la prochaine.